Décembre 1948, France rurale, région du Massif central. L'hiver était déjà arrivé avec une force inhabituelle. Les températures avoisinaient les 18 degrés. Mais, comme toujours, les éleveurs ont suivi leur routine. Rassembler le bétail, renforcer les enclos en pierre et attendre que le froid se calme. Cela faisait des décennies que l'hiver n'avait pas été aussi effrayant, jusqu'à cette année-là. Dans la campagne près de Saint-Flour, au cœur du Cantal, une silhouette se démarquait nettement de la norme. Henri Moreau, un homme de 73 ans, a passé des semaines à empiler des bottes de foin en cercle, créant ce que les voisins ont fini par appeler la folie de paille du vieux Henri. Ils se sont moqués de lui. Ils disaient qu'il était sénile, que le froid lui avait finalement fait perdre la raison. Tout cela va s'effondrer avant Noël. Il chuchotait dans les tavernes. Mais Henri continua, calme, tête baissée, des mains endurcies par la glace et le temps. Personne ne savait qu'il ne se préparait pas pour l'hiver. Il se préparait à la pire tempête de neige du siècle. Et quand la tempête est arrivée, les moqueries firent place au silence. Certains ont essayé de le copier. Trop tard. Henri vivait seul dans une vieille maison en pierre au bout d'un chemin de terre, à près de 40 minutes du village le plus proche. Les murs épais offraient peu de résistance au vent glacial, et les fenêtres, recouvertes de chiffons et de planches de fortune, laissaient entrer le froid sans y être invité. Le toit en ardoise avait déjà perdu plusieurs tuiles. Même par temps très venteux, la cheminée crachait une fumée irrégulière. Malgré tout, Henri s'occupait seul de son petit troupeau, une quarantaine de têtes de bétail, un cheval vieillissant et 2 chiens aussi vieux que lui, qui lui tenaient compagnie dans le silence. Il parlait peu, presque rien. Il n'allait à l'épicerie du village que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Du sel, de la farine, du pétrole. Avant, je l'achetais, je payais. Il allait revenir. Un homme prisonnier du siècle dernier, ont-ils dit. Têtu comme une mule. À Cantal même, les éleveurs suivirent des traditions strictes. Enclos en pierre renforcés, granges fermées, foin empilé jusqu'au plafond. Rien n'a changé. Rien n'a été remis en question. Mais Henri observait le champ. Il s'asseyait sur une bûche sèche et fixait le ciel pendant de longues minutes, comme s'il attendait un avertissement. C'est lors d'une de ses excursions au village, au début de l'automne, qu'il entendit quelque chose de différent. Au comptoir du supermarché, un jeune homme parlait avec enthousiasme des techniques d'Europe du Nord, abris de paille, structures semi-circulaires, isolation naturelle utilisée par les agriculteurs scandinaves pour survivre aux hivers rigoureux, maisons auto-chauffantes, paille enfouie dans la neige. Henri n'a pas fait de commentaires. Il s'est contenté d'écouter. Il rentra chez lui à son rythme lent habituel. Fin octobre, tandis que ses voisins renforçaient leurs granges et fermaient leurs enclos, Henri commença à empiler des balles de foin dans le champ. Il traça un large cercle, de près de 15 mètres de diamètre, et commença à construire des murs avec des blocs de paille liés entre eux. Pas de bois, pas d'ongles, chaîne uniquement. Temps, patience. Certains se sont arrêtés au bord de la route pour regarder. D'autres essayaient de parler. Henri ne répondit pas. Couche après couche, la structure s'est développée. Bientôt, cela ressemblait à un grand nid doré. Ensuite, un dôme bas, avec une seule ouverture orientée au sud, protégée par une bâche usée. Il va mourir là-dedans, avec le bétail, a déclaré un créateur. Le genre de choses qu'un vieux fou ferait, murmura un autre. À l'école du village, un garçon a fait cette remarque à voix haute. Mon père disait que Moreau avait construit un château de paille, qu'il se transformait en tombeau quand il neigeait. Rire. Henri poursuivit. Au cours de la première semaine de décembre, la forteresse était prête. De l'extérieur, cela ressemblait à un simple tas de foin informe. À l'intérieur, l'air était différent, moins net, moins hostile. Le sol était recouvert de paille fraîche, des murs épais qui bloquent le vent, un espace suffisant pour le troupeau et de la nourriture pour plusieurs semaines. Henri n'a rien expliqué à personne. Mais sur la table de la cuisine, il avait laissé un carnet ouvert avec des croquis de la structure dessinés à la main. Sur la dernière page, écrit d'une écriture tremblante, « Le froid ne pardonne pas les discours. » Juste de la structure. La température a chuté trop rapidement. Le ciel semblait lourd. Les oiseaux migrateurs sont partis tôt cette année-là. Henri s'est réveillé avant le lever du soleil. Il se rendait à la forteresse avec une lampe. J'ai vérifié l'absence de fissures, d'humidité et d'interstices. Puis il revenait. Il a nourri les chiens. Il apportait de l'eau chaude aux veaux. Pas de précipitation, mais avec méthode. Dans le village, la radio restait optimiste. Neige légère. Aucun risque significatif.
2 hommes ont frappé à la porte d'Henri. Ils ont proposé leur aide. Nourriture, abri. Ce n'est pas nécessaire. Oui, répondit-il sans ouvrir complètement la porte. L'un d'eux a ri en s'éloignant. Je me demande combien de rats ont déjà mangé cette paille. Au supermarché, c'est devenu une blague. Le vieil homme va vivre avec les vaches. Peut-être que la paille apportera plus de chaleur que la maison. Petit à petit, ils ont cessé de parler à Henri. La perspective a changé. De la curiosité, au mépris. Mais il ne semblait pas entendre. Dans la nuit du 14 décembre, un avertissement a été diffusé par radio amateur. Une tempête colossale avançait depuis le nord. Henri n'hésita pas. Il commença à faire entrer les animaux dans la forteresse, un par un, avec du foin éparpillé comme un sentier. Calme, patient. Certains ont résisté. Ils tiraient avec une corde. Puis, doucement, l'entrée était fermée la nuit. Ils rouvriraient à l'aube. Il habite déjà là-dedans. Ils ont dit, tu n'es pas un enfant. Laissez ensuite le tout geler. Oui, répondit un adulte. La neige a commencé à tomber dans la nuit du 1er janvier 1949. Tout d'abord, allez-y doucement. Puis dense, lourd, impitoyable. Les routes ont disparu. La radio a changé de ton. Urgence, isolement, effondrement. La maison d'Henri disparut à l'horizon. À l'intérieur de la forteresse, le monde semblait lointain. La chaleur corporelle des animaux créait un microclimat supportable. Henri suivait un rythme presque rituel. Le 3e jour, un veau naquit. Il a survécu. Dans le village, les granges tombaient en ruine. Portes arrachées. Des animaux qui se figent en restant debout. Sur la propriété voisine, 37 personnes sont mortes en une seule nuit. Pendant ce temps, Henri notait tout dans un carnet qu'il rangeait dans un sac de farine. Le 5e jour, l'un des chiens mourut. Il l'a enterré seul sous la neige, sans voix. Le 6e jour, les vivres commencèrent à manquer. Le plan prévoyait 7 jours. La tempête a fait fi de tous les calculs. Henri commença à utiliser les murs eux-mêmes comme nourriture. Cela faisait partie du projet. Mais l'équilibre était fragile. Et puis, une erreur. Lorsqu'on enlevait trop de foin d'un mur, le poids de la neige finissait par l'emporter. Le toit s'est effondré. La neige a envahi la forteresse. Les cloisons se sont effondrées. Un veau s'est retrouvé coincé. Henri a lutté contre l'effondrement de tout son corps. Cela a pris près d'1 heure. Il a sauvé l'animal. Mais le sol était détrempé. Ils avaient besoin de plus de couverture médiatique. Il savait quoi faire. Il prit le chemin du retour. Le vent a changé de direction. La visibilité a disparu. Un instant, il resta agenouillé dans la neige. Son corps tremblait de façon incontrôlable. Le sac est tombé. Il est resté là, à genoux. Là, au milieu de ce blanc absolu, Henri Moreau se demanda un instant si c'était la fin. Mais quelque chose en lui, peut-être le souvenir du veau piégé, peut-être le son étouffé du troupeau qui attendait, le fit bouger. À pas lents, presque aveugle, il suivit ce qui je pensais être le sentier. Il nous a fallu 40 minutes pour trouver l'entrée. Quand il l'a trouvée, il n'en avait plus la force. Il est tombé sur le côté, la moitié du corps à l'intérieur, l'autre moitié à l'extérieur. Le cheval s'approcha de lui. Ça sentait mauvais. Il lui a léché le visage. Henri sourit, pour la première fois depuis des jours, mais je n'ai rien dit. Il passa les heures suivantes à consolider le mur effondré avec le peu qu'il possédait. Il a créé une nouvelle division avec des éléments disparates. Il utilisait la couverture comme rideau thermique. Il a répandu du gros sel dans les zones où l'humidité commençait à prendre le dessus. La structure était désormais fragile, mais il est toujours debout. Le veau blessé resta dans un coin. Il respirait lentement. Le reste du troupeau semblait plus calme, comme s'il comprenait que cet homme-là portait encore tout sur son propre corps. Dans le carnet accroché là, Henri écrivit d'une main tremblante « Une petite erreur. Ne se répète pas. Le froid a des conséquences néfastes sur tout. Le matin du 8e jour, le bruit du vent changea. Ce n'était plus le hurlement furieux du début, mais un grognement profond et constant, comme le grognement de quelque chose qui ne se lasse jamais. Dehors, la température est descendue jusqu'à près de 30 degrés, et dans les parties les plus élevées du massif central, le refroidissement éolien rendait l'air presque irrespirable. La radio du village ne diffusait plus. Générateur arrêté. Les autorités municipales ont déclaré l'état de catastrophe naturelle, et personne ne pouvait atteindre les zones rurales. À l'intérieur de la forteresse de Foin, l'air devenait de plus en plus lourd chaque nuit qui passait. Moins d'espace, moins de nourriture, et la chaleur collective de leur corps, qui avait auparavant été une source de force, commençait à se transformer en menace.
Humidité, ammoniac, fatigue. Le veau blessé pouvait à peine se relever. Les bœufs les plus âgés se blottissaient les uns contre les autres dans le coin où il restait encore de la paille sèche. Le cheval respirait difficilement. Henri comprit. Il ne pouvait pas espérer être secouru. Personne ne viendrait. Le salut dépendait de deux choses, le microclimat et l'ordre. Il créa donc un nouveau cycle. Toutes les 4 heures, il faisait tourner les animaux entre les zones plus sèches. Il enlevait le foin humide et déposait des sacs de farine vides sur le sol. Elle chauffait l'eau avec une lampe suspendue à un crochet, à l'aide d'une vieille bouilloire en métal. Comme le kérosène commençait à manquer, je n'allumais la lumière que lorsque c'était absolument nécessaire. J'ai très peu dormi. Il mangea encore moins. Dans la nuit du 9e jour, 2 veaux se sont retrouvés coincés entre des blocs qui s'étaient partiellement effondrés. Henri les a sauvés sans outils. Juste des bras, le genou comme support, entêtement. Il s'est coupé l'avant-bras avec un vieux clou. Il l'a bandé avec un morceau de linge humide. Et il a continué. Le corps n'obéissait plus facilement. Mais le regard restait fixe. Le matin du 10e jour, le cheval tomba. Il a essayé de se lever. Il ne pouvait pas. Henri a passé des heures à ses côtés. Il s'est frotté les pattes avec du sel. Il l'a recouvert de linge sec. Il parla à voix basse, des mots que personne n'avait entendus depuis des jours. En fin d'après-midi, le cheval se leva, tremblante, mais debout. Henri ne sourit pas, mais il prit une inspiration plus profonde. Et ce même jour, pendant quelques minutes, le soleil apparut, faible, loin, mais suffisamment pour révéler une fissure dans le mur ouest. Henri a utilisé les derniers blocs de la réserve et a reconstruit lui-même la section. Chaque paquet pesait près de 25 kilos. Il les soulevait un par un à l'aide de cordes, en utilisant son corps comme levier. Pendant ce temps, le bétail restait en vie, faible, mais vivant. Dans le village, les nouvelles commencèrent à circuler par télégramme et par messages improvisés. Une tempête de neige sans précédent, du bétail paralysé par la glace, des fermes dévastées, des granges s'effondrant sous le poids de la glace, des centaines de propriétés détruites. Mais la propriété d'Henri n'a pas été mentionnée. Personne ne savait s'il était vivant. Le matin du 12e jour, la neige commença à fondre. Ça n'a pas cessé. Mais cela a ralenti. Le vent ne hurlait plus comme avant. À l'intérieur de la forteresse, le silence régnait. Un silence chaleureux, comme celle d'une chapelle construite par des survivants. Henri s'appuya contre le mur central, sale, blessé, couvert de poussière de foin. Et il s'est assoupi. Pour la première fois, il dormit plus d'1 heure d'affilée. Il se réveilla avec le cheval qui lui léchait la main. L'orage passait, mais le monde extérieur était encore enseveli. Il est parti. La lumière du jour ruisselait sur les murs extérieurs, dont la moitié était déjà enfouie sous la neige. La maison principale était partiellement visible. Tout autour était plat et blanc. Henri regarda. Il resta silencieux. Il est rentré à l'intérieur. Ce soir-là, il improvisa un repas plus chaud, de la farine, de la graisse et de l'eau. Il l'a partagé avec les chiens, et, avec les bœufs, ce qui restait du mur nord. Le lendemain, il entendit un nouveau son, un moteur, loin, puis un autre. Sauvetage. Des équipes de l'armée française et des secouristes en montagne ont survolé la région, cartographiant les propriétés isolées. Une des patrouilles a survolé les terres d'Henri. Ils se sont arrêtés. Ils sont descendus. Ils trouvèrent le vieil homme debout à l'entrée du bâtiment, son chapeau à la main. Il n'a pas donné d'explication. Il a simplement pointé du doigt à l'intérieur. En entrant, les hommes virent plus de 30 têtes de bétail vivantes, un cheval debout, des veaux qui respirent, et un abri de fortune comme il n'en avait jamais vu auparavant. L'un des sauveteurs murmura « Cela ressemble au travail d'un ingénieur ». Henri n'a pas répondu. Il s'est simplement dirigé vers le fond, a ramassé le cahier et le lui a tendu. Sur la couverture, maculée de charbon et d'humidité, on pouvait lire « Écouter un inconnu peut sauver une vie ». 3 jours plus tard, la nouvelle a recommencé à circuler. La radio, les journaux et les émissions militaires ont fait état de pertes catastrophiques dans diverses régions rurales de France. Bétail perdu, greniers détruits, familles brisées. Mais une propriété faisait figure d'exception. Petit, isolé, invisible jusqu'à présent, Henri Moreau. Les premières images montraient une structure circulaire recouverte de neige, ressemblant à un abri anti-guerre, mais à l'intérieur, vie. Des journalistes sont arrivés. Viennent ensuite les curieux. 2 voisins qui s'étaient moqués des travaux auparavant se sont dirigés vers l'entrée, à pied, les yeux baissés. Ils ont demandé à voir la structure. Henri n'a pas demandé pourquoi.
Il vient d'ouvrir la porte. Il montra l'intérieur, désormais plus vide, marqué par des semaines de survie, excréments séchés, nourriture au sol, blocs encore fermes, traces de vapeur sur les murs. Les hommes marchaient en silence. L'un d'eux posa la main sur un bloc et murmura « Il fait plus chaud ici que chez moi ». Henri acquiesça. Rien de plus. Des enseignants d'une école d'agriculture et des techniciens ruraux ont demandé l'autorisation d'étudier l'abri. Ils voulaient comprendre comment un abri à foin avait pu résister au pire hiver depuis des décennies. Henri ne l'a pas arrêté. Il les laissa regarder. Mais il ne répondait pas aux questions longues. Il montrait le carnet, les dessins, les comptes. Dans l'école où un garçon s'était moqué du château de paille, le professeur a présenté l'image en cours de sciences. C'est un homme âgé, travaillant seul, a sauvé plus d'animaux que des familles entières réunies, parce qu'il a écouté et construit. Personne n'a ri. Le garçon baissa les yeux, puis il leva la main. Mon père m'a demandé de demander à monsieur Henri s'il pouvait nous montrer comment il avait fait pour notre enclos. La semaine suivante, 3 agriculteurs sont venus avec du papier, un mètre ruban et un bloc-notes. Henri expliqua par geste. Il dessina sur le sol. Il a fait des marques au fusain. Il n'a pas dit grand-chose. Mais chaque phrase semblait avoir plus de poids qu'un simple conseil. Le froid était intense. Tant. Ce qui a failli s'effondrer. Ils ont proposé de l'argent. Il a refusé. Ils ont offert des cadeaux. Ni l'un, ni l'autre. Il n'acceptait que du café chaud. Et occasionnellement un sachet de sel. La dernière semaine de janvier, un journaliste parisien s'est présenté. Je voulais une double page. Un héros solitaire sauve son troupeau grâce à une invention rurale. Henri le lion. Il regarda le champ. Et il a dit, il n'y a pas de héros. Seulement du foin. Et du froid. L'article a tout de même été publié. Avec cette phrase comme titre, juste du foin et froid. L'histoire s'est répandue. Une école d'agriculture a construit une réplique de l'abri comme modèle pour les situations d'urgence climatique. Henri n'y est pas allé. Il est resté chez lui. Remettre les blocs en place. Replantation. Vivre comme d'habitude. L'un des hommes qui s'était moqué de lui auparavant a commencé à venir chaque semaine pour aider. Il n'a jamais expliqué pourquoi. Un jour, il amena son fils. Le garçon regarda l'abri comme s'il voyait quelque chose de sacré. Henri le laissa entrer. Il m'a fait signe de m'asseoir. Il a pointé le plafond du doigt. Les marques, puis il écrivit sur un morceau de papier « Le silence protège » et il instruit. Le garçon l'a emporté chez lui. Il était collé au mur. Au printemps 1949, lorsque la neige eut enfin complètement fondu, l'abri à foin d'Henri Moreau était toujours debout, épuisé, coloré, mais entier. Le troupeau avait presque entièrement survécu. Seules 3 têtes ont été perdues, l'une des pertes les plus faibles de toute la région. La forteresse fut démantelée petit à petit. Non pas parce que nous sommes pressés, par respect, comme quelqu'un qui démonte un hôtel. Certains blocs ont même été transformés en aliments pour animaux à la fin de la saison. D'autres ont été transformés en engrais, et une partie en est restée là, comme une cicatrice sur le terrain. Henri resta dans la même maison en pierre. Je n'ai jamais voulu de nouvelles clôtures, même pas les machines modernes. La radio s'est remise à fonctionner, mais il ne l'allumait presque jamais. Durant l'été, les techniciens ruraux ont passé des journées entières à mesurer, photographier et reproduire les plans. Ils ont publié une étude au titre simple, presque froid, structure de rétention thermique d'urgence, leçon tirée du terrain. Henri était décrit comme un agriculteur autodidacte du Massif central, mais il ne l'a jamais lu. Il n'avait même pas l'air d'en avoir envie. Des jeunes ont commencé à lui rendre visite. Étudiants, personnes curieuses, agents de vulgarisation. Il saluait tout le monde de la même manière, en silence. Il montrait le terrain, il montra les marques laissées au sol, et il remit à chacun une simple copie du cahier, faite à la main, couverture en papier brun, gribouillage, mesure, phrases courtes. Ce n'est pas joli, mais ça fonctionne. Certains les ont conservés comme des reliques. D'autres sont revenus des années plus tard, devenus adultes, affirmant avoir utilisé le modèle dans de petits projets de construction, des écoles et des exploitations agricoles vulnérables. L'un d'eux, déjà ingénieur, est revenu en 1973 et a déclaré que la première fois qu'il avait vu quelqu'un faire plus confiance à de la paille qu'à un mur, c'était là. Henri écouta en silence. Et il a répondu, « Parfois, ce qui semble faible est précisément ce qui comprend le temps. » À cette époque, Henri avait déjà plus de 90 ans. Il marchait lentement, s'appuyant sur une canne, mais il s'occupait encore de 2 bœufs,
et il s'asseyait sur la même souche d'arbre pour regarder le ciel. La structure d'origine n'existait plus, mais la forme laissée dans le sol restait visible d'en haut, un anneau de terre où, un jour, le monde s'est tu. Certaines idées semblent absurdes, jusqu'au jour où le monde s'effondre. Certains hommes ne parlent pas beaucoup, mais ce sont eux qui construisent ce qui maintient l'ensemble. Henri Moreau n'a défié personne. Il n'a pas essayé de convaincre qui que ce soit. Il a entendu par hasard quelque chose qu'il avait oublié, et a agi avant qu'il ne soit trop tard. Quand le froid est venu tout emporter, il avait déjà un abri, pas fait de briques, mais avec le temps, l'écoute et du foin. Aujourd'hui, plus personne ne se souvient de ses blagues, mais nombreux sont ceux qui se souviennent de sa forme silencieuse et circulaire au milieu de la neige, et du vieil homme qui a survécu, sans crier, sans demander, sans perdre. Certaines idées sauvent des vies, d'autres sauvent l'avenir. Si cette histoire vous a montré cela, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et restez à l'écoute, car la prochaine pourrait bien changer votre vision du monde.